Vous pour parler budget, le budget qui est de retour à l'Assemblée nationale depuis hier matin. C'était en commission des finances. Les députés ont débattu toute la journée, ont voté ou rejeté beaucoup de mesures. Si on peut faire un petit résumé, un petit récap des faits saillants. Parmi les mesures, enfin il y en a une qui les principales mesures, des plus marquantes. Dans ce qui a été recalé en l'état, puisqu'on n'est pas, le sketch va encore se poursuivre dans les jours et les semaines et on espère le moins longtemps possible, on va dire. Il y a évidemment toute la surtaxe sur les entreprises et tout ça qui a été recalé. La surtaxe d'IS, la grande surprise. Hein. La grande surprise, effectivement, a été rejetée. On passe d'une surprise à une autre, donc c'est. Oui. Ça, c'était plutôt la bonne surprise pour les entreprises et pour la compétitivité française. Raphaël et moi, on est unis depuis le mois de septembre, c'est que le journalisme économique est le journalisme sportif. Oui. Donc, voilà. Un long marathon. C'est un peu compliqué. Oui. Sur cela, il y a plusieurs mi-temps. Oui, il y a plusieurs mi-temps, il y a des actions, il y a des nouvelles coupures de jeu parfois. Tout ça, donc c'est un peu compliqué. Et c'est une réalité. Et c'est malheureux parce que, j'allais dire, l'économie ne mérite pas ça, en fait, sur le fond. C'est-à-dire que ce n'est pas un jeu, justement. On est dans la réalité du monde. Après, ce qui m'inquiète un peu plus, encore une fois, j'allais dire, c'est le fatalisme qui commence à entourer tout ça, en fait. C'est-à-dire qu'on sait qu'à la fin, il y aura quand même un budget. On sait qu'à la fin, le budget, honnêtement, ne sera pas bon. Honnêtement, il n'y a pas de victoire. En fait, il va y avoir que des perdants. On le sait déjà. Enfin, l'histoire peut être celle qu'on connaît tous. Et par rapport à ça, honnêtement, j'allais dire que on est rentré dans une logique où ça y est, c'est terminé. Il n'y a plus d'impulsion, il n'y a plus de cap. On est presque, la France est dans une forme. C'est un peu violent ce que je vais dire, mais de mise sous tutelle. C'est-à-dire, on n'est pas loin d'une entreprise qui est dans un état où elle est en administration. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de patron. Et quand on est mis sous tutelle, en général, on redresse la barre. Denis a ce profil-là. Non, mais en fait, je fais le parallèle de ce qu'est un pays avec une entreprise. Tout dans un pays ne doit pas être une entreprise, ce n'est pas ma façon de penser. Mais en revanche, on voit ce muscle s'installer d'un pays qui, graduellement, maintenant, est dans la gestion. Il n'y a plus de CEO, en fait. C'est ça, il n'y a plus de CEO. J'aime bien la thématique du renoncement, c'est vraiment ça, quoi. Il y a une capitulation. La seule variable d'ajustement face aux besoins de dépenses additionnelles, ne serait-ce que dans le militaire, effectivement, c'est l'augmentation des impôts. Hein. On n'a aucune autre piste qui est examinée. On a renoncé complètement à la dépense sociale, on a renoncé aux retraites, l'exception culturelle française, on part à la retraite à 32 ans et 9 mois, quand le reste de l'Europe... 32, ça serait un peu tôt, à 62 ans et 9 mois. Pardon, à 62 ans et 9 mois, pardon, et quand le reste de l'Europe part à la retraite à 67, 68, voire 70 ans au Danemark, la social-démocratie danoise qui, en 2040, va partir à 70 ans. Donc on a complètement renoncé sur ce volet-là, et puis on a complètement renoncé aussi à la réforme de l'État, qui est complètement indispensable. Enfin, c'est une évidence. Enfin, les comparaisons européennes sont plus que flagrantes. Enfin, on prélève 45 points de PIB quand la moyenne de l'Union européenne est à 40, 5 points de PIB de plus, c'est 150 milliards. Alors pour effectivement financer nos retraites, mais aussi pour financer un État obèse, dispendieux, qui, et encore une fois, toutes les comparaisons le montrent. Par exemple, l'OCDE a montré que dans la santé, dans les hôpitaux français, on a 35% du personnel qui ne voit jamais un patient, quand la moyenne de l'Union européenne est à 24. Et ça, on le retrouve dans toutes les administrations. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour traiter ce sujet ? Et c'est un sujet qui est d'autant plus grave et prégnant que maintenant, il impacte aussi les personnels publics, les fonctionnaires eux-mêmes. Ils n'en peuvent plus. Ils réclament paupérisation, du sens, très clair. Oui. Paupérisation et puis perte de sens. Enfin, je veux dire, les infirmiers passent leur temps à remplir des formulaires plutôt qu'à s'occuper de leurs patients. Enfin, je veux dire, il y a une crise de sens absolument majeure aussi. Oui, les médecins sont pas là d'ailleurs en ce moment. Sans parler des médecins libéraux, en plus, qui ont le mal de s'appeler libéraux, donc dans un pays qui n'est pas du tout. Donc tout ça... Et qui sont payés par la Sécu. Hein. C'est vrai, mais enfin, ils sont quand même indépendants. Hein. Oui. Et donc tout ça fait que c'est effectivement... C'est déplorable. Enfin, c'est déplorable de se reposer que sur la hausse d'impôts et puis toujours sur les mêmes. C'est-à-dire les hausses d'impôts, c'est facile, on le sait très bien, on va augmenter sur les entreprises. Alors pour une fois, là, on a une bonne surprise, mais les entreprises parce qu'elles ne votent pas. On n'est pas sûr que ça va durer très longtemps. Parce qu'elles ne votent pas. Et puis sur les entrepreneurs, les riches, entre guillemets, l'autre bouc émissaire favori des Français, où on s'attend effectivement à une résurgence de l'ISF qui serait une folie pure. L'ISF qui a délocalisé des entrepreneurs pendant des années, à commencer par votre serviteur en 98, parce qu'on
me réclamait un ISF impayable sur un patrimoine qui était... Et là, c'est un peu le retour de l'ISF. On a voté un durcissement de l'IFI, de la fortune improductive. Mais bien sûr, la fortune improductive, en plus investie dans l'immobilier, par exemple, l'immobilier, c'est tout sauf improductif. Je veux dire, ça permet de loger. Mais Dieu sait qu'on en a besoin aujourd'hui. Bien sûr, avec une crise du logement sans précédent. Enfin, je veux dire, on fait n'importe quoi. En matière économique, on fait n'importe quoi. Pourquoi ? Non, mais pourquoi ce décalage entre les besoins réels du pays et effectivement le spectacle parfois navrant qu'on peut constater à l'Assemblée ? Pas mal de raisons. D'abord, je pense qu'une partie de la classe politique, malheureusement, est totalement ignare en matière d'économie. Enfin, genre, quand on regarde le profil des gens, ce sont des gens qui n'ont jamais travaillé en entreprise, qui ne connaissent pas le monde de l'entreprise. Pour beaucoup d'entre eux, pas tous, mais pour beaucoup d'entre eux, qui ont une relation compliquée au monde de l'entreprise, faite de beaucoup d'idées reçues sur l'entreprise, c'est le mal, c'est l'autre patron qui va exploiter les travailleurs. Moi, je l'ai vu quand j'ai quelques années avec Croissance Plus, on a fait venir dans nos entreprises des professeurs d'économie qui voulaient découvrir l'entreprise. Et très souvent, les gens ressortaient complètement impressionnés en disant mais en fait je m'attendais pas du tout à ça. Finalement le patron il est très accessible, sa porte est ouverte et d'ailleurs moi j'ai envie de devenir proviseur, j'ai envie d'être manager aussi à mon tour. Enfin vous voyez, mais ça provoquait d'ailleurs des évolutions de mentalité. Bref, donc une représentation qui est pas la bonne et puis une partie de la classe politique qui est positionnée sur un discours simpliste sur le thème mais de toute façon il y a des trésors cachés, il suffit d'aller chercher l'argent là où il est, il suffit de taxer les riches, qui n'a aucun sens parce que l'ISF, quand même, se rappeler que l'ISF en 2017, quand il a été supprimé, il rapportait péniblement 4 milliards d'euros et il délocalisait une grande partie de la force entrepreneuriale française. Donc il rapportait rien du tout. Le déficit du budget de l'État, c'est 160 milliards. Qu'est-ce qu'on fait avec 4 milliards qui, en plus, détruisent l'économie ? Enfin, ça n'a aucun sens. Donc, on a une partie de la classe politique aussi qui cautionne, qui valide un discours complètement hors sol qui fait que, forcément, les Français s'interrogent. Une partie aussi, malheureusement, de la presse qui relaie ces discours, en particulier la presse publique, il faut bien le dire, qui soutient fortement ces discours-là, qui invite Gabriel Zucman sans opposition pendant des mois, pendant des semaines, sur la moindre contestation pour aller proposer des choses qui sont complètement hors sol. Je pense que sur la taxe, il y a eu suffisamment de débats et qu'on était suffisamment nombreux à montrer dans le débat public les limites de cette proposition. Ça a quand même été un débat pluraliste. Il a eu une tribune ouverte sur tous les médias, les grands médias de la. C'est pas le seul. Je veux dire, si pendant des semaines, on était à choisir qui a le droit d'intervenir ou non, moi j'aurais aussi. Non, je ne dis pas ça. L'autre côté du spectre. Il a en face de lui des gens qui lui répondent. Ça a été le cas en fait. Ça a été le cas. Il y a eu des débats. En tout cas. Moi, je veux peut-être juste nuancer quand même, encore une fois, sur le bilan de ces dernières années. Il y a eu quand même des périodes pendant lesquelles la France a su réduire le déficit public. Oui, il y en a eu une. Il ne faut quand même pas non plus tout voir en noir. Je prends deux exemples dans la période récente. Entre 2007 et 2019, avant le Covid, il y a eu quand même une baisse du déficit très franche. Il y a eu à la fois des vraies économies sur les dépenses publiques et des baisses d'impôts qui ont été financées à la fois pour les familles françaises et pour les entreprises. En 2024, au moment où il y a eu les premières alertes sur les finances publiques, il y a eu, je le dis d'autant plus, avec d'autant plus d'objectivité que j'étais à ce moment-là conseiller à Matignon. On a fait 10 milliards d'euros d'économies dans les dépenses publiques en quelques semaines et ça a été suivi. Et donc c'est possible. Donc c'est possible. Simplement, si on regarde ce qui s'est passé dans le débat parlementaire actuel, le gouvernement est arrivé avec une copie budgétaire très ambitieuse de réduction franche du déficit public. On parlait de 40 milliards à l'époque. Avec, c'est vrai, des hausses d'impôts qu'on peut discuter, mais avec surtout des économies dans les dépenses. Que s'est-il passé tout au long des débats parlementaires ? Je prends le budget de la sécurité sociale qui a été voté en fin d'année. 9 milliards d'euros de dégradation du déficit. Je prends la copie du budget de l'État qui a été voté par le Sénat, 10 milliards d'euros de dégradation du déficit public. À chaque fois, les parlementaires, en l'occurrence plutôt côté Nouveau Front Populaire et Rassemblement National, refusent les économies budgétaires et ajoutent des hausses d'impôts. Donc à un moment, il faut aussi s'interroger sur les choix collectifs qu'on fait. En l'occurrence, c'était les choix qui ont été faits souverainement au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale, qui ont conduit à la situation actuelle. On peut s'interroger sur la majorité de parlementaires qui ne veut pas faire d'économies budgétaires. On peut aussi s'interroger sur la responsabilité du gouvernement qui pilote les discussions budgétaires quand même et qui refuse toute responsabilité depuis le début en disant je vous laisse négocier, à vous mais il n'a pas de trouver des équilibres. C'est pas pour les défendre, ils sont suffisamment armés pour ça, mais ils n'ont pas de majorité absolue. Donc moi, je pense qu'il faut avoir aussi un regard circonstancié sur ce qu'on vit aujourd'hui, qui, je l'espère, est une parenthèse, un pays dans lequel il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, dans lequel, en fait, globalement, l'économie est plutôt à l'arrêt,
mais ça n'est pas une situation inéluctable. Et je pense qu'il ne faut pas non plus que nous, dans ces débats, y compris, l'émission s'appelle Les Experts, qu'on désespère les Français en leur disant, en fait, c'est structurel, on n'y arrivera jamais. C'est pas vrai. Il y a des moments où on y arrivait, simplement, c'est une question de choix. Ludovic, c'est puis Denis. Choix, et c'est pas ma posture. Non, mais ni l'un ni l'autre. Je voulais revenir juste sur ce que disait Denis, parce que et c'est pas un réflexe corporatiste. Je pense que l'offre média n'influence pas, ou trop faiblement, honnêtement, puisqu'il y a une émission comme Les Experts de qualité, le service à diffuser de partout, à l'Assemblée nationale et bien au-delà, dans toutes les écoles et les universités de France. Je pense que le service public fait son job à son auditoire, à son audience, les experts et tout ça, et que, j'allais dire, j'ai pas envie de rentrer dans un monde où les journalistes seraient responsables de ça, les patrons seraient responsables de ça, parce que c'est exactement la même réflexe, ou le politique serait responsable de ça. Voilà, juste ça. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais le dire parce que c'est pas le monde que je souhaite, et je pense que c'est pas le monde que nous souhaitons, quel que soit notre regard. On peut améliorer collectivement la situation. Après, sur le plan politique, alors je vous allez dire, ça, il va dire le contraire de ce qu'il vient de dire et d'énoncer. Le monde politique, il y a des gens de qualité, il y a des gens qui ont peut-être un problème de rapport avec l'économie et autres, mais ce monde politique, en tant qu'image, que construction qu'on en a, la grande défaite, on va dire, des 2 dernières années, c'est qu'on s'aperçoit que, quelle que soit la couleur politique, ils ne comprennent pas grand-chose à ce qui est en train de se passer. Je veux dire, avant, il y avait une image assez simple de dire, oui, mais la droite est meilleure en économie, s'y connaît mieux et tout ça. Avec le budget, honnêtement, la démonstration est calamiteuse. Un peu perdu sa boussole. Les erreurs des années 2000 dont on parlait, c'était un gouvernement de droite. Donc c'est ça la sanction. Quand on a vu tous ensemble le divorce du MEDEF fin août avec le patronat divorcé avec la classe politique, c'est de montrer, et on connaît le risque là-dessus, c'est le risque de rejet avec des partis qui bénéficieraient du rejet. Donc n'alimentons pas ça, je suis entièrement d'accord avec Ryan, parce que c'est quelque chose de toxique. Mais le monde politique a une énorme responsabilité, pas individuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par un manque de courage, par sûrement un manque de compréhension, et j'allais dire peut-être plus grave encore, le fait de ne pas avoir la bonne génération. C'est-à-dire que, honnêtement, je pense que professionnellement, on peut tous être dépassés. Je pense que quelqu'un qui a travaillé sur Internet dans les années 2000 peut être dépassé par l'IA aujourd'hui. Et c'est humain et c'est quelque chose. Eh bien, on affronte ça dans ce pays. On a une classe politique de qualité, mais qui n'est plus exactement, j'allais dire, dans le logiciel actuel. Il y a des candidats qui sont très jeunes. Ce qui aura présidentielle de 2027, je suis pas certain. Mais Ryan, c'est vrai aussi. C'est pas un gage de qualité non plus. Ryan, vous le savez, c'est pour rentrer dans cet écosystème. Non, mais il faut bosser. Il faut bosser, il faut aller à la rencontre des patrons, il faut aller à la rencontre des salariés, il faut aller sur le terrain, dans les usines, dans les fermes. Il faut bosser. C'est en politique comme dans d'autres secteurs d'activité. Et on va évidemment se rejoindre sur un point. Ce qui, moi, me frappe, et c'est pas de façon généralisée, c'est là où il faut quand même introduire une nuance, mais c'est chez beaucoup de responsables publics au sens large, un manque de compréhension des enjeux économiques comme des enjeux politiques, géopolitiques dont on parlait tout à l'heure, alors que le monde qui arrive est effectivement très violent et très brutal pour ma génération. Et donc on ne se sent pas représenté dès lors qu'on a des représentants publics qui ne sont pas connectés à ces questions et n'apportent pas les bonnes réponses. Mais encore une fois, ça n'est pas une fatalité. Et celles et ceux qui se plaignent du manque de représentativité et du manque de connexion, il faut aussi les engager à s'engager et à prendre leur part dans ce débat public. Voilà, une émission constructive. Denis, juste un dernier mot. Oui, sur il ne s'agit pas de stigmatiser tel ou tel. D'ailleurs, les patrons ont aussi leur propre responsabilité dans la situation actuelle. Je veux dire, la pédagogie n'a pas été faite non plus de façon suffisamment efficace. Je veux dire, la responsabilité, elle est complètement collective, bien entendu. Hein. Et effectivement, il y a heureusement de très bonnes émissions comme Les Experts, et d'autres d'ailleurs, par ailleurs, qui font un excellent travail de pédagogie. Donc tout ça, c'est très très bien. Moi, je voulais revenir juste quand même sur le sujet que vous évoquiez sur les baisses de dépenses publiques, la plus grande efficacité. Il y a eu effectivement quelques périodes, et effectivement, il faut s'en inspirer. Il y a eu la RGPP qui a été intéressante. Nicolas Sarkozy. Qui était intéressante. C'est peut-être la première 2008, fois qu'on a réussi 2009. à baisser le nombre de fonctionnaires. Alors, ça a été fait de façon brutale, top-down, excusez-moi de parler anglais, très, très centralisé, autoritaire. C'est probablement pas la bonne approche. Il faut probablement donner la parole à ceux qui font, les laisser suggérer des pistes d'amélioration. Il y a eu une expérience qui est très intéressante, qui a eu lieu d'ailleurs à peu près à la même époque, où l'Agir Carco, qui était présidé par un monsieur qui s'appelle Philippe Vivien, à l'époque, qui est un ministre paritaire, qui gère les retraites complémentaires obligatoires, est arrivé au constat, dans un consensus d'ailleurs intéressant entre patronat et syndicats, puisque c'est dirigé par le patronat et les syndicats, en disant on dépense trop, c'est pas sérieux, on a des infrastructures qui explosent, c'est pas raisonnable. Et ils avaient un budget de 1,2 milliard.
Et en 2 ans, ils ont trouvé 200 millions d'économies. 200 millions d'économies. Et comment ils ont fait? Ils ont réuni les collaborateurs, ils ont expliqué les enjeux, ils ont donné la parole à ceux qui font réellement, et ils ont trouvé des tas de pistes d'économies. Et quand on interroge Philippe Vivien, il dit moi, les 100 premiers millions, en fait, personne s'en est rendu compte. Personne s'en est rendu compte. Et les 100 millions suivants, on s'en est à peine rendu compte. Donc 200 millions, c'est quand même 17 sur 1,2 milliard, c'est quand même 17%. C'est quand même 17%. Oui, ils ont très trouvé important. en 2 ans 17%. Mais c'était le principe de CAP 2017 à l'arrivée de CAP 2022, pardon, à l'arrivée d'Emmanuel Macron quand il a été élu. Oui. C'est complètement parti dans les limbes. C'est-à-dire quand on demande à l'administration de réduire ses coûts et parfois si à la branche sur laquelle elle est assise, on arrive rarement à des résultats s'il n'y a pas d'impulsion politique. Collectivité territoriale. On est aujourd'hui en train d'avoir une campagne municipale. Je ne vais pas prononcer sur les candidatures à droite ou à gauche, mais je trouve assez frappant d'observer que des candidats qui viennent de la gauche ou des candidats qui viennent de la droite multiplient des promesses de dépenses nouvelles pendant leur campagne. Un grand classique de la politique. Dans une grande métropole que je ne citerai pas, vous avez un candidat qui marqué de droite, qui nous explique qu'il va rendre les services publics locaux gratuits. C'est toujours quelqu'un qui paye. Exactement. Pas l'usager, c'est le contribuable. Et donc, ça veut quand même dire aussi qu'il faut que collectivement, responsables publics, mais aussi en tant que citoyennes et citoyens, on se rende bien compte de la rareté de la ressource publique, du fait que chaque dépense est financée, et si ce n'est pas financé par nos impôts, nos taxes, nos cotisations, c'est financé par la dette, donc les impôts, les taxes et les cotisations de nos enfants et de nos petits-enfants, et que finalement ce débat public français, alors c'est peut-être un vœu pieux, mais gagne en maturité sur ces questions-là et gagne en sérieux et en respect de la vérité. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas encore cette exemplarité partout dans le débat public, donc merci de la permettre. C'est une litote, absolument. Dans notre émission, mais on est là pour elle ça. n'est pas présente partout. Denis. Oui, je voulais juste revenir sur effectivement ce qui a manqué peut-être. Enfin, Emmanuel Macron a fait des choses remarquables au début de son premier mandat. Il y a eu de très bonnes décisions qui ont été prises pour lesquelles j'avais moi-même milité. La barémisation des indemnités de licenciement, la baisse effectivement des impôts de production, le PFU, etc. Il y a eu de très bonnes choses qui ont dynamisé l'économie de façon considérable. Mais il y a un sujet sur lequel malheureusement il n'a pas suffisamment travaillé. C'est la réforme de l'État. Et vous vous rappelez de la promesse de la baisse de 130 000 postes de fonctionnaires sur son mandat. Je vous rappelle que chaque année, on a quand même 150 000 fonctionnaires qui partent à la retraite. Ils ont tous été renouvelés depuis 2017 et on en a même rajouté des créations de postes. Dans les collectivités locales. Mais au final, c'est quand même aussi la responsabilité de l'État d'essayer d'imposer des normes, de respecter un certain nombre de critères. On lui dit qu'il est trop autoritaire. Mais enfin sur des sujets. Non, et puis c'est pas que. Enfin, ça a quand même augmenté aussi dans les services de l'État, mais c'est vrai que le plus gros c'était stable dans l'État. Et c'était aussi au niveau de la santé. La santé publique a aussi bénéficié. Il y a des besoins. Je pense que c'est plutôt sur les collectivités. Mais il y a aussi 35% du personnel qui voit jamais un patient. Enfin, je veux dire, ça, on n'y a pas touché. Attention avec cette donnée. Et ça, il y a 10% du personnel administratif. Les autres dont vous parlez, c'est des personnels qui ne sont pas effectivement forcément médicaux, mais dedans, il y a les aides-soignants, il y a les infirmiers, il y a des personnels techniques qui sont utiles pour le soin aux patients. Sur les personnels administratifs, on peut sans doute faire des gains de productivité avec l'IA, etc. Mais attention avec ces stats, parce qu'il ne faut pas donner l'impression qu'il y a un... Mais on dit souvent, effectivement, que c'est 25% en Allemagne et 33% sur 3 en France. De pur administratif. On additionne des choux et des carottes. Les personnels purement administratifs, c'est bien expliqué. Dans la fonction publique hospitalière, c'est 10% en France. Et c'est plutôt stable. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des économies, attention, mais c'est plutôt stable, c'est pas ça qui explose. C'est le personnel de support, effectivement, ça n'est pas que l'administration. C'est le personnel de support. C'est intéressant. Et quand vous regardez les hôpitaux privés français comme Saint-Joseph, par exemple, ils sont au niveau de l'Allemagne. Le problème, c'est l'hôpital public. Et ce sujet n'a pas du tout été traité. Or, il y a des leviers considérables et des leviers qui peuvent être traités de façon intelligente. Par exemple, en disant, voilà, 10% d'économie sera reversé à l'augmentation des salaires, parce qu'on sait qu'en plus, nos fonctionnaires sont plutôt sous-payés. Oui. Donc, on pourrait reverser 10% aux fonctionnaires eux-mêmes sous la forme de primes variables. Enfin, il y a des tas de choses à imaginer qui n'ont pas du tout été faites, malheureusement. Il n'est pas trop tard, d'ailleurs. Le mandat n'est pas terminé. Allez, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. On va terminer avec ce chiffre assez inquiétant. 63 112 procédures collectives ont été ouvertes par des entreprises en difficulté en France l'année dernière. Ce sont les dernières données du Conseil national des greffiers et des tribunaux de commerce. On est tout simplement, c'est en hausse de plus de 6%, on est tout simplement à un plus haut historique en termes de faillite, et il y en a eu des retentissantes ces derniers jours, ces dernières semaines, Brandt, ACI, Arc International, tout récemment.
Qu'est-ce qui se passe, Ludovic? Est-ce que vous pouvez nous expliquer probablement les causes y a de cette explosion? Parce qu'il faut regarder après les secteurs et la typologie des entreprises, parce qu'il y a beaucoup de petites entreprises là-dedans, mais ça reste un indicateur pour autant. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est la petite entreprise que c'est pas grave, parce que beaucoup de petites entreprises, ça finit par faire la grosse entreprise. Donc, ok. J'allais dire, au sens macro, d'abord, on est sur la fin et la facture du quoi qu'il en coûte. Maintenant, on est dans le quoi qu'il en ferme. Donc, ok. Donc, on est honnêtement, on est en train de rentrer. Alors, il y a une partie... Donc c'est la queue de comète encore des aides Covid, hein, c'est ce que vous nous dites. C'est la queue de comète, mais j'allais dire surtout que l'économie de Nielsen, il y a quelque chose de darwinien. C'est-à-dire que les éléments fragiles vont, par des forces centrifuges... oui, les entreprises peuvent et parfois doivent mourir, c'est aussi la vie de l'entreprise. Il y a défaillance et défaillance. Oui. Merci pour ce commentaire, mais il y a la défaillance au sens où c'est l'histoire, il y a une mauvaise gestion, le marché a évolué, il y a eu des erreurs de... peu importe, ok, et il y en aura toujours. Mais il y a ce qu'on appelle les entreprises zombies. Oui, il y a les entreprises zombies, c'est-à-dire les entreprises qui ont été en gros biberonnées à l'aide Covid et qui auraient probablement été, à un moment ou à un autre, se seraient arrêtées depuis 2020 et qui ont eu un prolongement, une sorte d'années supplémentaires, pour résumer, qui étaient des années factices. Ce qui m'inquiète davantage dans les chiffres qui sortent, au-delà du volume, c'est qu'on commence à voir poindre une nouvelle typologie d'entreprise qui atteint, c'est-à-dire que ça commence à toucher les moyennes et grosses entreprises. Oui. Et ça, c'est le problème. Oui. Parce que jusqu'à maintenant, on pouvait dire qu'on était dans une purge, plus une mécanique de roulement, avec, on va dire, quelque chose la vague du Covid qui se décalait dans le temps. Là, ça commence à atteindre des entreprises, vous en citiez un instant, Raphaël, des entreprises qui commencent à faire... Oui, Arc International, c'est pas une petite entreprise. Chaque dossier est différent, il y a des fragilités qui ne sont pas les mêmes et tout ça, et je pense qu'aujourd'hui, aussi bien dans le patronat que dans le monde des salariés et tout ça, des choses, on l'entend et on le voit, et dans les échanges, ça commence à être compliqué dans pas mal de boîtes. Et il n'y a pas que juste un problème budgétaire et d'économie. Ça commence à être compliqué, il y a le géopolitique aussi. Je vous vois opiner du chef de Nucléaire. Oui, Ludovic a raison. D'abord, sur la destruction créatrice, on a même un prix Nobel d'économie français sur le sujet depuis cette année, Philippe Aguillon. Donc, invité régulier des experts. Voilà, on peut s'en féliciter. Sur ce phénomène aussi, il y a effectivement, malheureusement, le sujet dont on parlait en ouverture, sur la compétitivité du pays, qui est un drame aujourd'hui pour les agriculteurs, et puis évidemment pour les industriels en particulier, qui se heurtent à une concurrence frontale, pas juste chinoise, mais juste de nos voisins européens. Oui, et on le sait bien, on a un problème de compétitivité qui a été dénoncé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps par le président de Michelin devant l'Assemblée nationale, et qui expliquait très bien, très concret, il parlait de l'Allemagne, mais c'est valable aussi pour les pays voisins. Il disait voilà, quand on rémunère un salarié 140 en France, il va toucher 70. Quand on recrute le même salarié en Allemagne, en Espagne ou en Italie, on va le payer 120 ou 130 au lieu de 140, et il va toucher 80 ou 90. Le MEDEF a mis un comparateur de salaire comme ça, très intéressant sur leur site. Je vous conseille d'aller faire le test pour comparer Italie, Espagne, France et Allemagne. Exactement. Le MEDEF fait un excellent boulot de pédagogie d'ailleurs à ce sujet-là, il faut le dire. Pour ça c'est très bien. Le MEDEF sait faire son travail de pédagogie, effectivement. Et donc c'est un vrai sujet. On voit bien que la sphère publique absorbe une quantité beaucoup trop importante de création de richesse. Et ça, c'est la raison, effectivement, de ces défaillances d'entreprises de taille intermédiaire, industrielles, qui disparaissent parce qu'elles sont plus concurrentielles, plus compétitives. Ryan Nezar, est-ce que l'État a bien géré cette crise Covid en termes d'aide ? Alors oui, sur le moment, simplement le quoi qu'il en coûte a duré trop longtemps. C'est vrai que, et d'un point de vue des finances publiques et d'un point de vue plus économique, il aurait fallu couper le robinet, si je puis dire. Oui. Plus rapidement. J'ajoute que c'est pas la même cause, mais le bouclier énergie qui a été une erreur. Je l'inclus dedans. Mais justement, c'est qu'en fait, ça a duré jusqu'à fin 2023, en réalité. Et c'était en partie nécessaire. Des pays qui ne l'ont pas fait ont connu moins de création de richesse. Et pas vu. Oui. Mais peut-être deux apports sur la question des défaillances. Il y a en effet plus de 60 000 défaillances sur les 12 derniers mois. On est sur un niveau très élevé historiquement. Un plus haut historique. Il faut peut-être rappeler le chiffre classique n'est pas non plus, on est autour de 50 000... oui, c'est entre 50 et 60 000 en moyenne, sur les 10-15 dernières années. Voilà, mais en fait, mon point, c'est qu'il faut faire juste attention à ce chiffre qui est une valeur absolue. Il faut aussi le mettre en regard des créations d'entreprises. Il y a plus d'1 million, 1 100 000 créations d'entreprises sur les 12 derniers mois. Oui, avec beaucoup d'auto-entreprises quand même.
mais aussi beaucoup de micro-entreprises dans les défaillances. Oui. Donc il faut quand même mettre en regard ces chiffres. Oui. C'est pas non, mais ça donne les ordres de grandeur, effectivement. Que les deux augmentent. Oui. À mesure que l'économie française croît, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème. Et c'est là mon deuxième point. Moi, ce qui me frappe dans la typologie des défaillances d'entreprises, c'est que classiquement, le secteur de la construction est toujours surreprésenté, c'est toujours le cas. Mais un autre secteur qui est en train de poindre, c'est le secteur du commerce. Et on voit d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose intuitivement que chacune et chacun d'entre nous voit, dans les grandes villes et même dans des villes moyennes, beaucoup de commerces qui ferment, une vacance commerciale qui augmente. Bon, à Paris, il y a des quartiers où c'est plus de 20% de vacances commerciales. Et ça, c'est quand même le signe d'une économie qui ralentit fortement. Et si qui ralentit ou qui se transforme ? Est-ce que c'est pas simplement le signe qu'on achète maintenant en ligne beaucoup plus qu'en magasin ? C'est les deux s'agissant du commerce, mais c'est aussi le signe d'une moindre... pérennité des entreprises qui sont créées. C'est aussi ça qui est important. Et peut-être pour terminer là-dessus, en fait, si on regarde en synthèse ce qui s'est passé sur la décennie qui vient de s'écouler, entre 2014 et 2024, il y a eu à peu près 10 années de politique de l'offre au plan économique, budgétaire, droit du travail, qui s'est traduit par une hausse continue du taux d'emploi. 2 millions d'emplois supplémentaires. Taux d'emploi des seniors en particulier, là où en fait la France a du retard par rapport aux autres pays développés. Depuis, et j'en reviens au point d'arrêt qui a été la dissolution de l'Assemblée nationale, depuis, le taux d'emploi stagne, le taux de chômage stagne, voire remonte légèrement, et les défaillances augmentent. Donc il y a quand même un lien, et c'est là à la fois une vision d'espérance, si je puis dire, et un constat de semi-échec, c'est qu'il y a un lien quand même entre l'action des politiques publiques et la situation concrète de l'économie française, ressentie par les salariés et les chefs d'entreprise. Si on a fait des mauvais choix depuis un an et demi, ça veut dire qu'on peut, à contrario, faire des bons choix à l'avenir. Une lueur d'espoir en fin d'émission. C'est très intéressant. Je vous invite à aller voir la courbe du moral des ménages qui a été publiée par l'INSEE il y a 2 ou 3 jours. On faisait le comparatif en plateau ici il y a 48 heures. Et on voit que le moral des ménages va bien quand on mène plutôt une politique de l'offre en réalité. Bah oui, parce que l'économie fonctionne mieux. Tout simplement, ça remonte au moment des élections présidentielles en général, ce qui veut dire que malheureusement, on croit toujours à l'homme providentiel, mais on voit que le moral remonte quand l'économie va bien, et l'économie va bien quand on a une politique de l'offre.